Nous sommes engagés publics. Bienvenue aux engagés publics. Cette semaine, aux engagés publics, Denis Martel au micro. Je suis en compagnie de M. Éric Kerr. Bonjour, M. Kerr. Salut Denis, comment ça va? Ça va très bien. On va parler de votre nouveau rôle, M. Kerr. Donc, je suis très emballé de vous rencontrer. Bonne année. Hein? C'est la première entrevue. Ben oui, bonne année à toi et à tous tes auditeurs. Vous êtes la première entrevue de l'année aux engagés publics. C'est vrai? Ouais. C'est moi qui brise la glace. C'est vous qui brisez la glace comme politicien invité. Un politicien, écoutez, M. Kerr. OK. M. Kerr, ministre délégué de la transformation numérique gouvernementale. Oui. Ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas parlé. Il y a eu des changements. D'habitude, je présente les invités en listant l'ensemble de leur rôle, de leur fonction. Mais là, il y a eu des changements dernièrement dans votre cas. Vous devez m'aider un peu à démêler tout ça. Donc là, OK, député de la pelleterie, on s'entend, ça continue, il n'y a pas de changement. Ministre délégué à la transformation numérique gouvernementale aussi, ça reste. Là, il y avait une panoplie d'éléments. Je vais vous laisser nous faire la mise à jour. Je sais qu'il y a de quoi qui s'est ajouté dernièrement. En fait, l'élément qui s'est ajouté, Denis, c'est responsable de l'accès à l'information et de la protection des renseignements personnels que le premier ministre m'a confié jeudi, le 21 janvier officiellement. J'ai été assermenté comme nouveau ministre responsable de cette fonction-là, ce qui implique que je deviens responsable des lois applicables, c'est-à-dire la loi d'accès aux documents des organismes publics, qu'on appelle la loi d'accès à l'information, et la loi sur la protection des renseignements personnels au privé, qui est son équivalent, mais pour l'entreprise privée. Et donc, de ce fait, c'est à moi maintenant que revient la charge de réformer ces deux lois-là à travers le projet de loi numéro 64, OK. qui a été rédigé par ma collègue Sonia Lebel, déposé à l'Assemblée nationale, responsabilité qui a été brièvement assumée par M. Jolin Barrette quand il est devenu ministre de la Justice, parce qu'il faut comprendre que historiquement, le ministre de la Justice s'occupe de cette fonction-là. Il en a assuré l'adoption de principes et assez rapidement, on s'est rendu compte que, puis moi, je vous avoue que je militais un peu pour ça aussi, qu'il y avait un volet numérique dans cette loi-là qui n'était peut-être pas assez présent. Tout le volet juridique a été parfaitement rempli par mes collègues avocats, mais je disais de longue date, écoutez, le numérique est tellement présent dans l'univers de la gestion des accès à l'information et de la protection des renseignements personnels que ce serait une bonne chose, je pense, qu'on puisse y accorder plus d'importance. Donc, il y a toute une logique, là, si je comprends bien. Ça sort du juridique maintenant pour entrer un peu plus dans le concret au point de vue numérique. De là, la logique que vous en soyez d'en devenir responsable. En plus, vous travaillez déjà en collaboration avec Mme Lebel. Tout à fait. Qu'est-ce qui arrive avec leader parlementaire adjoint du gouvernement, membre du comité ministériel de l'économie et de l'environnement, leader parlementaire adjoint... Ben ça fait 2 fois que je l'ai dit. Leader parlementaire adjoint, il est encore comité environnement, économie, vice-président du Conseil du Trésor, ça demeure. Vice-président du Conseil du Trésor, c'est encore toutes des... Donc, ça s'additionne. Ouais, j'ai rien perdu, j'ai juste ajouté. Ça se passe comment, un remaniement? C'est-tu stressant? Recevez-vous un appel mystérieux? Ouais. Vous êtes convoqué au bureau du premier ministre? Ben, dans ce cas-ci, écoute, je ne peux pas vraiment parler d'un remaniement, c'est plus un transfert de responsabilité. Écoute, c'est le fruit de discussion. Hein? Moi, ça fait un certain temps que je collabore au cheminement de cette refonte-là très importante de nos lois encadrant l'accès à l'information, protection des renseignements personnels. Depuis les événements qu'on a connus chez Desjardins, tout ça s'est accéléré, s'est accentué. Puis comme je le dis, à un moment donné, à force de discuter avec les collègues réalisent qu'effectivement, il y a peut-être un volet qui n'a pas été suffisamment considéré. Puis de là arrive l'idée qu'il y a une compatibilité évidente entre ma fonction de la transformation numérique et ce que ces lois-là vont nous amener à faire et nous amener à mettre en place comme régime de protection. Mais ma question est quand même reliée à la mécanique. Là. Ici, aux engagés publics, vous le savez, nous, on est des geeks de politique, puis on est bien curieux de savoir comment ça se passe
à l'envers du décor. Donc, quand on a... Comment ça, concrètement, là, puis on fera pas une heure là-dessus, mais concrètement, c'est quoi? Vous recevez un courriel, un appel? Non, mais très simplement, le chef de cabinet du premier ministre dit, écoute, je pense que ce serait une bonne idée que tu s'occupes de ça. J'en parle au premier ministre. Ah, OK. Puis après ça, tu reçois un courriel. En fait, ma directrice, ma chef de cabinet reçoit un courriel pour dire, bon, ben ton ministre va être responsable de l'accès à l'information puis de la protection des renseignements personnels. On organise son assermentation, puis voilà. Ah, c'est intéressant. Fait que c'est plus... c'est simple. Mais c'est simple. C'est pas à sens unique. Je pensais que c'était un message qu'on recevait d'une façon un peu immuable. Ben, ça peut. Là, écoute, si un jour je vis un véritable remaniement, on aura peut-être une discussion différente, mais dans le cas d'un transfert de responsabilité, comme c'est le cas présentement, c'est le fruit d'une discussion. OK. Vous avez parlé tantôt vous avez évoqué la loi 64. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu qu'est-ce qu'il y en est? Oui, ben en fait, c'est au Québec, il faut comprendre qu'on s'est doté dans les années 70 d'une loi d'accès aux documents. L'idée de la loi, c'était d'avoir plus de transparence. Puis ça, je le précise, Denis, parce que des fois, on l'oublie. On a l'impression que l'idée de la loi, c'est vraiment au premier chef de protéger ou d'empêcher d'avoir accès à certaines informations. Au contraire, cette loi-là, à l'époque, a eu pour effet de donner un plus grand accès à l'information au public. Maintenant, il y a un cadre parce que tout ne pouvait pas être public et c'est là où on parle de protection des renseignements personnels. Cette loi-là datait, elle a été écrite dans les années 70. C'est pas à toi que je vais enseigner que depuis, le numérique a beaucoup évolué, qu'on n'est plus du tout dans le même univers, puis on se rend compte que la loi ne correspond plus à la réalité du quotidien. Puis il y a eu des événements, Desjardins, Capital One, l'assurance La Capitale. Bon, tous ces événements-là nous ont amenés comme société à se dire, bien, peut-être que le volet de protection de nos renseignements personnels n'est plus suffisamment bien servi par ces lois-là. Donc, on a déposé, ma collègue Sonia Lebel a déposé une loi qui copie essentiellement, pour ceux qui sont au fait de ça, le régime de protection des renseignements personnels européens, qui fait pas mal école à travers le monde. Donc, nous, en Amérique du Nord, on serait pas mal le premier État à calquer ça, mais pour moi, c'est une question de temps avec les autres. Donc, c'est influencé sur cette loi-là européenne. Oui, vraiment, vraiment. OK. Donc, ça va... Wow! J'ai perdu le son, excusez-moi. Une erreur, un problème live, c'est pas plus grave que ça. Donc, cette nouvelle loi-là va demander à ceux qui font le web aujourd'hui de s'adapter là, et de changer. Il va y avoir quelques éléments qui vont changer. Entre autres, on va être obligé de mettre des avertissements sur l'utilisation des cookies, par exemple, ce genre de trucs-là sur nos sites web. C'est ça? Entre autres? Oui, c'est un excellent exemple. C'est qu'on a pris un peu pour acquis, avec une certaine légèreté, qu'on pouvait collecter de l'information, échanger de l'information, vendre de l'information sur les gens. Puis là, sur le volet privé, j'aborderai le volet public aussi, mais sur le volet privé, qu'on pouvait faire ça un peu comme si c'était tout à fait normal puis qu'il n'y avait pas d'enjeu. Mm-hmm. Je vous donne un exemple. Moi, je m'en vais dans une boutique XY, je m'achète une paire de jeans. Au nom de quoi est-ce que je devrais fournir mon numéro de téléphone puis mon code postal pour acheter des jeans? Mm-hmm. Pourquoi on me demande ces informations-là? Alors, l'idée n'est pas de dire vous ne le demandez pas. L'idée, c'est de dire si vous le demandez, ah ben là, il y a des enjeux, il y a des responsabilités, il y a ce que vous avez le droit de faire avec ça, ce que vous n'avez pas le droit de faire. Et ce que vous avez le droit de faire avec ça relèvera toujours du consentement de celui ou celle à qui appartient l'information. Donc, au niveau de l'entreprise privée, c'est de dire, bien, si vous voulez vous lancer dans le domaine de la collecte de l'information, il y a des responsabilités parce que l'information, aujourd'hui, tout le monde est d'accord, la donnée, les renseignements personnels, c'est le pétrole du 21e siècle. Alors, si vous voulez vous lancer là-dedans, grand bien vous fasse, mais ça vient avec des responsabilités et des conséquences si vous n'assumez pas vos responsabilités. Donc, autant dans le numérique que sur le terrain. Absolument. Absolument. Puis, pour l'administration publique, c'est la même chose. On va s'assurer que notre administration publique soit exemplaire en matière de traitement des renseignements personnels, de protection de ces données-là qui sont vitales, parce qu'on n'est pas exempt nous-mêmes
d'assumer ces responsabilités-là. Donc, on va modifier ces deux lois-là pour s'assurer que maintenant, on traite nos renseignements personnels et les renseignements confidentiels plus largement avec toute la responsabilité et la précaution que nécessaire. Puis on le voit, Denis, je veux dire, l'explosion des cyberattaques, du vol de données, nous dit à quel point des gens mal intentionnés, malveillants, des entrepreneurs dont l'éthique est à géométrie variable bénéficient de ce manque d'encadrement-là pour commercialiser nos informations ou carrément les voler. On va parler d'un autre de vos grands dossiers, puis vous allez voir, ça va nous ramener comme quoi c'est vraiment dans votre ministère que ça devait revenir. Je suis assez d'accord avec cet aspect-là. Mais on va revenir à la sécurité de l'information. Alors que le gouvernement s'apprête à privatiser près de 80% des données de l'État, c'est ce qu'on lit dans les journaux. Voilà. Là, vous allez pouvoir rétablir certains faits. Allez-y. D'abord, arrêtez-moi maintenant, puis allez-y sur le 80%, mais vous me laisserez finir ma question. Sur le 80%, privatiser, Denis, là, on va rayer ça du vocabulaire. Privatiser, ça veut dire vendre à l'entreprise privée. Le gouvernement du Québec ne vendra pas le début du commencement d'un iota des informations qu'il possède, quel que soit le degré de sensibilité. Donc, c'est le traitement qu'on privatise. Comment? L'hébergement. On loue des espaces de stockage. Ouais. C'est ça qu'on va faire. Et pour faire ça, on a catégorisé nos données. On a dit, on a des données au gouvernement du Québec qui sont non sensibles, peu sensibles et très sensibles. Les données très sensibles, on les garde. C'est le gouvernement du Québec qui continue à les stocker dans ses entrepôts de données, à lui, au gouvernement du Québec. Donc, il n'y a aucune donnée sensible qui va sortir des centres, des data centers, des centres d'hébergement du gouvernement du Québec. Oui, le fameux pont. Je suis bien clair là-dessus. Le fameux pont avec la sécurité de l'information. Là. Ben voilà. Alors, le 80%, ça représente de la donnée peu sensible ou pas sensible du tout. Et pour te donner une idée à quel point, j'ai même dit, parce que nous sommes maintenant membres du partenariat pour les gouvernements ouverts, et nous allons appliquer la politique qui dit que toute donnée non sensible devrait être considérée comme une donnée ouverte par défaut. Aha. Moi, j'ai dit aux équipes, là, à partir de maintenant, une donnée catégorisée non sensible, à moins que le ministère et l'organisme vous fassent une démonstration qu'il peut y avoir un enjeu, cette donnée-là va devenir une donnée ouverte. Alors, ce qui devrait alléger les frais de gestion de cette donnée-là. Pourquoi traiter toutes les données également, comme s'ils avaient toutes la même valeur, alors que c'est vraiment pas le cas. Ce qu'on va faire avec l'info nuagique, c'est qu'on loue des espaces de stockage, comme n'importe quelle entreprise va le faire, mais le gouvernement du Québec, que la donnée soit sensible, peu sensible, ou pas sensible du tout, le gouvernement du Québec demeure l'exclusif propriétaire de toutes ces données-là. Donc, il n'y a aucune privatisation. On brandit des épouvantails sur ces histoires-là, et c'est tellement complètement faux. Et même, Denis, juste pour donner un exemple à tes auditeurs, à chaque année, les entreprises avec qui on va faire affaire, là, pour la plupart, dépensent jusqu'à concurrence de 2 milliards. 2 milliards qui investissent seulement en cybersécurité. Seulement en cybersécurité. J'ai-tu besoin de vous dire que le gouvernement du Québec ne serait jamais capable de suivre la parade? Donc, nous, en gardant seulement les données très sensibles, ça nous permet de concentrer nos investissements à avoir des centres de traitement des données qui répondent aux plus hauts standards de sécurité et de s'assurer que ces données-là, qui sont vraiment névralgiques, vraiment convoitées, vont faire l'objet du régime de protection nécessaire à assurer leur sécurité. OK. Parlons-en de la prestation, parce que c'est là que je voulais aller, mais puis c'est bon, c'est vraiment un bon... ça a pratiquement répondu à une de mes questions pour plus tard. Mais il y a quand même actuellement des entrepreneurs québécois qui accusent le ministère, le gouvernement de céder aux géants du web parce qu'ils disent qu'il y a plusieurs fournisseurs québécois qui sont en fait des revendeurs pour les GAFAM. Selon vous, est-ce qu'il faut éviter de confier nos mandats et donner des mandats aux PME d'ici qui, après ça, les refileraient à Amazon, par exemple? Bon, d'abord, il faut comprendre une chose. On a 21 entreprises, fournisseurs qualifiés. Là-dessus, tu as 2 entreprises québécoises au total qui font aussi de l'hébergement. Moi, je veux bien donner, là, mais je ne peux pas en inventer
des entreprises québécoises qui font de l'hébergement. Il y en a 2 au Québec, les 2 sont au catalogue. Les 2 sont qualifiés. Je ne peux pas faire plus que ça. Ceci étant dit, on ne peut pas non plus interdire à d'autres entreprises, on est signataire d'accords internationaux, on se doit de les respecter, puis on est bien content quand CGI gagne des mandats avec le Pentagone, mais à l'inverse, il faut accepter que ces entreprises-là soumissionnent et se qualifient. Maintenant, ce qu'on fait, on exige de ces entreprises-là qu'elles offrent un régime de protection qui est équivalent à ce qu'on va retrouver au Québec. Pour se qualifier, il faut que l'entreprise nous fasse la démonstration que là où elle va stocker la donnée, les lois et les règles en vigueur font en sorte que les renseignements qu'ils vont stocker vont être aussi bien protégés que s'ils étaient au Québec. On oblige aussi ces entreprises-là à nous faire la liste des endroits où ils vont stocker des informations, ce faisant, et c'est comme ça qu'on arrive à dire, OK, c'est correct, tu as des centres de traitement ailleurs au Canada, au Québec, en Europe, on comprend que oui, les régimes de protection sont équivalents à ce qu'on retrouve au Québec, donc on qualifie. Et à partir de là, le ministère et l'organisme qui va signer un contrat avec cette entreprise-là peut choisir dans lequel de ces centres de traitement de l'information elle veut que ces données soient stockées. 100%, tu as bien compris ça, là? 100% des entreprises qui fournissent des services d'hébergement ont des centres de traitement de l'information au Québec. Alors, à partir de là... Par des partenaires? Par des partenaires. Amazon a des centres de traitement. On a un problème de... Microsoft, IBM, il y a d'autres des centres de traitement au Québec. Et donc, par définition, contractuellement, on peut leur demander à ce que les données qu'on leur confie soient conservés dans leurs centres de traitement qui sont situés au Québec. Parce que il n'y en a pas d'enjeu. On crée des épouvantails où il n'y en a pas. Parce que quand même, dans les derniers temps, on a vu là, que les GAFAM peuvent être souvent le problème et la solution en même temps. Hein, c'est souvent... Puis ce qui fait qu'à un moment donné, avec tous nos apprentissages, on se rend compte que de devenir dépendant de ces géants-là n'a pas toujours été une bonne chose. Ce qui est vrai sur l'aspect numérique, on l'a vécu sur plein d'autres aspects, entre autres pour la santé dernièrement. C'était assez éloquent avec ce qu'on vit actuellement. Est-ce qu'on devrait pas à ce moment-là favoriser notre indépendance au point de vue même de l'hébergement puis de la prestation puis de garder ça sur notre territoire? Là, je comprends que ça s'additionne à tout ce que vous venez de nous expliquer, mais ce danger-là de dépendance, vous en êtes où par rapport à cette réalité-là? Ben, écoute, en autant que moi je suis concerné, on n'est pas dépendant de personne. On signe des ententes avec ces entreprises-là. Il faut comprendre aussi que ces entreprises-là ont différentes facettes, différents secteurs d'activité. Le secteur dont on parle, qui est à proprement parler le secteur du stockage, ne traduit pas la réalité de ce qu'on a vu avec un Facebook, par exemple. Facebook ne fait pas de stockage. Alors oui, avec Facebook, il y a eu des enjeux éthiques sur le traitement de la donnée. On s'entend. Il y a d'autres. Google, dans son secteur commercial, il y a eu des enjeux, mais dans le volet stockage de données, Google a été quand même un joueur, un partenaire de confiance. Même chose pour Amazon. Dans d'autres secteurs, ça a été moins le cas. Mais sur le volet stockage de l'information, il n'y en a pas eu de fuite, il n'y en a pas de commercialisation des informations qui leur sont données au niveau du stockage. Donc ça, c'est important de faire cette part des choses-là. Et ensuite, pour répondre à cette interrogation-là, qui est complètement légitime de la part de nos concitoyens, bien, c'est là où le projet de loi 64 va changer les règles du jeu. Mais c'est quoi notre... C'est pour ça d'ailleurs que les amendes qui sont fixées visent le chiffre d'affaires international de l'entreprise. On a-tu un réel levier là-dessus? Parce qu'on en a vu, là, Facebook ne se présente même pas. En dehors des États-Unis, Facebook ne se présente même pas lorsqu'il est convoqué. Non, mais un petit peu, là. Je m'excuse, là, mais je peux te dire qu'actuellement, il y a beaucoup de gens qui regardent ce qui se passe au Québec dans l'entreprise privée, puis je ne veux pas aller trop loin dans le commentaire, mais qui sont très inquiets que cette législation-là soit adoptée parce qu'ils savent très bien qu'à partir de là, la responsabilité qui est engagée, ils devront l'assumer, là.
On voit actuellement l'Australie qui est menacée de se faire couper le service par Google carrément. Google menace de bloquer son moteur de recherche chez eux parce qu'ils veulent les forcer à redistribuer des revenus aux médias. C'est quoi notre rapport de force? Moi, je m'inquiète. Je me questionne surtout sur notre rapport de force. Bien, plus les États dans le monde vont adopter des législations qui vont dans ce sens-là, plus le rapport de force, meilleur va être le rapport de force. Parce que, tu sais, à un moment donné, là, quand il n'y a plus un État dans le monde qui n'a pas une législation équivalente qui t'oblige à avoir quand même un niveau de responsabilité acceptable et mature dans le traitement que tu fais de l'information, ben, tu sais, à un moment donné, tu n'auras pas le choix, là. Assurément, c'est pas en n'agissant pas qu'on va finir par faire changer les choses. Non, mais c'est ça que j'allais dire. Ouais. Au final, c'est pas le statu quo ne nous donne certainement pas de rapport de force. Non, c'est clair. Écoute, moi, je regarde ce qui s'est passé cet automne avec l'enquête sur ce qu'il y a eu chez Desjardins et qui se termine comment? Qui se termine qu'il ne se passe rien du tout, là. Il ne se passe rien, là. Tu comprends? C'est des millions de renseignements personnels. C'est navrant d'entendre ce constat-là. C'est quoi les conséquences? Il s'est passé quoi, là? Qui a payé pour ça? Qui est responsable? Personne. Fait que, tu sais, ça, c'est complètement inacceptable. Fait que moi, j'aime autant avoir une loi qui est ancrée dans la réalité du 21e siècle, qui adresse les vrais problèmes et qui impose des vraies responsabilités et des vraies conséquences. Puis après ça, ben oui, on se battra devant les tribunaux s'il faut, mais au moins, on aura des assises législatives qui vont nous donner l'occasion. Là, on ne peut même pas aller devant le tribunal parce que nos lois, ils sont complètement muettes, tu sais. C'était un requis. On a besoin de ça. Je le pense aussi. La dernière fois qu'on s'est parlé, la collaboration avec Mme Lebel commençait, il y avait eu des changements au ministère. Puis, je voulais savoir comment ça se passe avec Mme Lebel. Là, je vois déjà que vous avez des dossiers qui rentrent en synergie. Écoutez, je vous dirais que dès l'arrivée de Sonia Lebel à la Coalition Avenir Québec, on a développé tous les deux une complicité et une amitié qui va au-delà de la politique. Donc, je dirais que j'ai appris énormément avec Christian Dubé, puis ça a été une école extraordinaire. J'ai une complicité avec Sonia Lebel qui me permet de mettre en pratique ce que j'ai appris avec Christian. Fait que pour moi, c'est le meilleur des deux mondes, là. Puis c'est agréable parce que Sonia Lebel est une personne brillante, compétente. Vous l'avez vu, la façon dont elle a géré les dossiers à date, fait atterrir tout ça. C'est vraiment quelqu'un qui est très rassembleuse. C'est vraiment un plaisir de travailler avec elle. Il faudrait que vous lui parliez des engagés publics. Là, on aimerait ça la recevoir. Vous venez de me donner le goût d'y parler. Puis je suis sûr que ça va lui faire plaisir aussi parce que c'est quelqu'un de très, très, très accessible. L'invitation est lancée. Tantôt, je riais en vous écoutant relater les apports de M. Dubé. Je vais te booker ça, Denis. Je vais te booker ça. Super, merci. Mais là, c'est enregistré. Hein, tout le monde, on le voit. Oui, je sais. De toute façon, je ne doute pas une seconde. Mais je riais tantôt parce que vous parliez de M. Dubé, puis je me disais, malgré l'importance de la tâche, avec tout ce que ça devait nécessiter comme exigence, il doit s'ennuyer du moment. Je pense qu'il ne doit pas être facile ce qu'il fait actuellement. Il n'a pas le temps de s'ennuyer. Non, c'est ça. Disons qu'il n'a pas abandonné pour aller chausser des plus petites chaussures. Non. C'est sûr qu'en termes d'heures travaillées dans une semaine, il n'a pas amélioré son sort, c'est sûr. Sous un point de vue plus personnel, M. Kerr, je sais que vous êtes un plongeur. Avez-vous pu prendre pendant notre petit moment de répit cet été un petit moment pour aller plonger? Grande dame d'annuler une excursion au Bic. Et ça a été... en fait, je n'ai pas replongé. J'ai replongé une couple de fois au début du printemps. Je n'ai pas pu replonger. Mais... Et ça aussi, c'est enregistré, Denis. On va se reprendre parce que cette excursion-là, ça m'a fait mal au cœur de l'annuler et je me suis juré que j'y retournerais parce que la compagnie m'intéresse et la plongée m'intéresse encore plus. Merci, c'est gentil. Pour les auditeurs, il faut que vous sachiez qu'on avait planifié d'aller explorer une épave du Bic avec M. Kerr cet été. Puis, et malheureusement... je tiens à préciser que l'épave, c'est pas moi, là.
Non, puis c'était en compagnie de Samuel Tremblay, là, le chasseur d'épave bien connu. Écoute, ça aurait été quelque chose d'exceptionnel. Puis écoutez, cette invitation-là est encore... Tu m'en reparles, je viens les larmes aux yeux. Mais il faut se reprendre parce que ça, tu vois ça à la TV puis c'est trop extraordinaire. Je veux absolument faire ça. Parfait. Je vais envoyer la vidéo à Sam. Il va être content d'entendre ça. Il était bien emballé de pouvoir vous recevoir. Ce n'est que partie remise, Denis. Dis-lui que ce n'est que partie remise. Bon, ben, il va Dans mon checklist de to-do avant de mourir. Faut qu'il y ait ça. Aller plonger avec toi, puis lui, Sam, sur épave, ça, c'est... Avec Mathieu aussi. Donc, écoutez, merci beaucoup. C'était notre entrevue pour aujourd'hui. Merci beaucoup, M. Kerr. Pour nos auditeurs, merci d'avoir été à l'écoute. C'était notre première entrevue de l'année. Donc, vous pouvez nous suivre comme toujours. Hein. On est encore... Oui, là, vous nous voyez en vidéo, mais on est encore en audio. Vous pouvez nous écouter sur Apple Podcast, sur Google Podcast. On est sur Spotify, on est sur YouTube, on est sur Facebook. Maintenant, la vidéo, hein, c'est le fun, ça amène beaucoup au show. Ça rend les choses plus dynamiques. On a toutes sortes... on a un nouveau groupe. Je vais vous parler de ça dans notre prochain épisode. On a un groupe où vous pouvez venir échanger avec nous. Soyez convaincus que ce groupe-là va être géré avec une grande rigueur. On n'a pas l'intention que ça vire dans des mauvaises discussions, ni qu'on aille à l'encontre de la loi 64. Donc, merci beaucoup d'avoir été à l'écoute. Puis, on se revoit la semaine prochaine. Merci beaucoup, M. Kerr. Salut, Denis.